Leçon d'entreprendre, les podcasts qui mettent à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. Je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, et pas n'importe lequel, un épisode spécial en collaboration avec notre partenaire nexteconomy.be, la plateforme de connaissances gratuite qui propulse l'avenir du travail. Ce mois-ci, nous accueillons Emna Chaouch. Formatrice et conférencière de talent, Emna cultive le professionnalisme, l'optimisme et le dynamisme comme personne, ce qui lui a ouvert la porte à de nombreuses collaborations prestigieuses, avec les institutions européennes notamment. Ne bougez pas, on en discute avec elle dans un instant dans Leçon d'entreprendre. C'est donc Emna qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Emna, tu vas bien ? Bonjour Clément, je vais très bien, merci beaucoup. J'imagine que tu te sens à l'aise dans notre studio puisque tu es conférencière freelance, ce qui veut dire que tu as l'habitude d'être entourée de micros. Mais je crois que tu préfères qu'on dise speakerpreneur ou solopreneur plutôt que freelance, c'est bien ça ? Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le terme speakerpreneur plutôt que freelance parce que j'y mets une notion un petit peu différente, une définition différente. On pourra y revenir plus tard, mais effectivement. Mais justement, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse et que tu me parles un peu de nexteconomy.be. C'est quoi exactement ? Nexteconomy. Alors Nexteconomy, c'est un journal en ligne, si je puis l'appeler comme ça, un site web, une plateforme d'information par rapport au monde du travail et notamment le monde des freelances en Belgique. Et c'est une plateforme que j'ai découverte il y a peut-être une grosse année, 2 ans. C'est le type de plateforme qui est très très utile pour les freelances, les indépendants, surtout je trouve au moment du lancement, parce qu'au moment de se lancer, on se pose plein de questions par rapport à des sujets tels que l'administration, comment fixer ses prix, comment se porte le marché, comment se présenter, etc., etc. Et c'est très très important, je trouve, d'être bien informé dès le début pour pouvoir se lancer dans de bonnes conditions. En plus, le site est gratuit, donc vraiment, je remercie tous les créateurs de contenu parce que c'est une ressource très très utile. On va un peu revenir à toi maintenant. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours ? Oui, donc aujourd'hui speakerpreneur effectivement, mais il y a plusieurs titres possibles en fait. Speakerpreneur, business showwoman, trainer, donc formatrice, coach, voilà plusieurs casquettes qui tournent autour de toute manière de la thématique de la prise de parole en public. Mais la prise de parole en public, en quelque sorte, c'est une porte d'entrée vers plein d'autres sujets parce que c'est l'outil que moi j'utilise pour avoir accès à plus de confiance en soi, comment donner un bon pitch pour pouvoir mieux se vendre, comment avoir une posture de leader plus affirmée, que ce soit en tant qu'employé, en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, c'est un petit peu ma porte d'entrée pour plein d'autres sujets. Et comment j'en suis arrivée là ? Je me suis lancée il y a presque 2 ans maintenant, et c'était vraiment un petit peu une évidence à un moment donné, une évidence inévitable, si je puis le dire comme ça. Quand je travaillais, donc j'ai commencé mon parcours, j'ai fait des études en management international. J'ai toujours beaucoup aimé le monde du business, et en parallèle, j'ai toujours été très active dans tout ce qui est les arts de la scène. Donc depuis que j'ai 9 ans, je suis sur scène pour du théâtre, du chant, de la danse. Ça reste encore aujourd'hui l'une de mes grandes passions. Et un jour, en fait, j'ai décidé, et ça a été un petit peu le déclic, de combiner ces deux mondes-là, parce que je ne voulais plus être dans le schéma de je fais un job alimentaire, même si c'était des jobs qui me passionnaient complètement, mais axé business le lundi au vendredi, de 9h à 17h, et puis le soir et les week-ends, là, je prends le temps pour mes passions. J'avais plus envie d'avoir cette scission, et donc j'ai décidé, et j'ai tenté de fusionner ces deux mondes-là, et c'est ça qui a donné lieu à la prise de parole en public pour combiner un petit peu le monde du business et le monde de la scène. Et devenir indépendante, c'était la seule solution ou t'avais d'autres idées en tête ? Il y avait d'autres solutions évidemment, mais moi j'avais cette graine et cette fibre à l'intérieur de moi depuis toujours, parce que j'avais déjà créé ma première ce qu'on appelle mini entreprise à l'âge de 17 ans, et donc c'était quelque chose qui était déjà en moi. Maintenant, si on parle de ce sujet-là, je pense qu'on peut tout à fait devenir entrepreneur ou freelance indépendant sans forcément l'avoir dans l'âme, je vais dire, mais si on l'a, c'est difficile de passer à côté en fait. Tu as toujours eu en toi cette faculté de t'exprimer en public ? Pour ma part, oui. Ma maman me disait que depuis que j'étais toute petite, je parlais beaucoup et j'aimais bien prendre des micros et parler. Donc je pense que c'est quelque chose qui était déjà là en moi naturellement depuis très petite. Et comme je le disais, depuis l'âge de 9-10 ans, j'étais sur scène pour chanter, danser. C'est une forme de parole. Et pourquoi tu n'as pas continué simplement sur la voie de la scène, dans un métier plus culturel ? Je sentais que c'était pas ça. Je sentais que je n'avais pas pour vocation ou pour envie d'être artiste.
vraiment. J'ai une partie de moi qui est artiste, mais c'est pas 100% de moi. Et c'est quoi ton conseil principal pour les gens qui nous écouteraient et qui ont du mal justement à prendre la parole? De se dire que c'est possible, d'y croire, que tout le monde a quelque chose à dire en fait. On a tous et toutes quelque chose à dire d'intéressant, que quelqu'un va trouver intéressant, de valeur. Et donc, il faut y aller, il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, dans l'âme, dans la tête, dans les tripes, parce que ça va être intéressant pour quelqu'un. Et donc, à partir du moment où ça vient de là, des tripes, allez-y, dites-le. Et est-ce que tu te souviens, toi, de ta première prise de parole en public pour ton boulot? Un grand meeting de management dans une des boîtes dans lesquelles je travaillais avant. C'était une grosse boîte multinationale de 50 000 personnes en Allemagne. Et là, en fait, je ne savais pas encore ce que ça signifiait à ce moment-là, mais j'étais en quelque sorte maîtresse de cérémonie. Et donc, j'accueillais des conférenciers ou des grands managers, etc., pour leur poser des questions, pour animer un petit peu le sujet. Et donc ça, je pense que c'était en 2018, je pense. C'était l'une de mes premières prises de parole en public, un petit peu officielle. Après la première conférence officielle et rémunérée, etc. Ça, c'était, je pense, en 2022 probablement. C'était pour une grande boîte multinationale qui avait demandé à ce que je vienne donner une conférence pour leur dermatologue, en fait, leur expliquer comment est-ce que eux peuvent, lorsqu'ils vont à des congrès, en tant qu'académiciens, en tant que professionnels, qu'experts en la matière, comment peuvent-ils rendre leur prise de parole moins justement académique et plus chouette, plus impactante, plus inspirante, plus intéressante. Donc ça, c'était ma première conférence officielle, je pense. Est-ce que tu as un exemple concret du moment où tu montes sur scène pour la première fois, quand t'as face à toi 100, 1000, 10 000 personnes? Tu ressens quoi? En fait, moi, avant de monter sur scène, je fais des exercices de gestion du stress, de gestion du trac, de préparation mentale, etc. Et donc, il y a deux choses que je fais. La première, c'est apaisement. Et donc, on va vraiment faire des exercices de respiration pour faire descendre la boule au ventre qui est là. Ça, c'est la première chose. Mais alors, il faut bien s'assurer de faire suivre ça par un autre exercice qui, lui, va être dynamisant. Parce que une fois qu'on se calme bien, certains font aussi la respiration cardiaque. Est-ce que c'est ça le bon mot? En tout cas, la cohérence cardiaque, pardon, c'est ça. Et c'est quoi? La cohérence cardiaque, c'est une respiration rythmée. Donc, on va vraiment avoir, par exemple, sur une application, une petite boule qui monte et qui descend, X secondes d'inspiration, X secondes d'expiration, pour vraiment maîtriser et stabiliser le rythme de la respiration, qui fait que on se calme. Mais si on s'arrête là, en fait, la personne va arriver toute molle sur scène. Elle va dire, oh, je suis cool, je suis calme, ça va, je suis pas stressée. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même avoir un petit peu de punch et un petit peu d'énergie aussi. Et donc, on fait suivre ça par un exercice de dynamisation. On va vraiment sauter, se donner des petites tapes sur le corps, parler un petit peu, s'échauffer la voix. Et puis, une fois qu'on a ces deux-là combinés, on y va. Et j'insiste sur les deux combinés parce que il y a aussi l'inverse où les gens vont juste se motiver à fond, mais ils vont arriver sur scène comme une boule de feu, mais c'est trop en fait, c'est limite un petit peu trop. Donc voilà, donc c'est ce que je fais avant de monter sur scène et en fait une fois que ça c'est fait, on est stable en fait, on est ancré, on est bien et donc on arrive sur scène déterminé et vraiment avec justesse. Donc on n'est pas non plus stressé, angoissé, on n'est pas non plus je vais tout dégommer. Non, on est juste. Et c'est quoi le meilleur souvenir dans ton travail? J'en ai plein. Je pense que ce qui est le plus chouette, c'est quand il y a un voyage dans l'histoire. C'est où le plus loin que t'as été du coup? Alors, en tant qu'indépendante, j'ai beaucoup bougé en fait. J'ai été beaucoup en Allemagne, j'ai été au Portugal. J'ai été une fois au Portugal pour un shooting photo. Ça c'était vraiment chouette. Enfin, un shooting photo, shooting pub en fait. Donc c'était avec des influenceurs hyper connus, avec des influenceurs qui avaient 1 million de followers sur Instagram, etc. Et donc là on a fait des shootings pour des pubs à la télé, des pubs radio. Ça c'est extrêmement excitant. Vraiment les shootings c'est en équipe et on est là avec une équipe de 20 personnes, avec des caméramans, des maquilleurs, des habilleurs, des costumières. Et ça c'est hyper excitant. Et en plus d'être à l'étranger, donc on loge tous à l'hôtel. C'est vraiment fun. Et c'est vrai que dans le cadre d'une carrière de conférencière, c'est pas encore beaucoup le cas pour moi. J'ai pas encore été énormément à l'étranger, mais j'en ai très très envie. J'ai des amis qui sont conférenciers professionnels depuis très très longtemps et je vois qu'ils sont amenés à beaucoup voyager et moi je trouve ça génial. Et c'est quoi la proposition la plus folle qu'on t'ait faite? Comme ça, j'en ai pas qui me viennent parce qu'il y a toujours un petit grain de folie en fait.
Donc je considère que dans toute opportunité ou toute proposition, il y a toujours quelque chose d'un peu fun. Il y a un truc qui me vient, qui ne s'est pas fait d'ailleurs, mais j'ai quand même envie de le partager parce que quand j'avais eu l'information, je me suis dit génial. J'étais normalement censée animer une soirée, un panel avec des entrepreneurs, mais des entrepreneurs entre guillemets atypiques, donc pas forcément du monde du business, mais plutôt notamment du monde artistique justement. Et donc dans ce cadre-là, nous aurions dû nous rencontrer avec Guillaume, l'humoriste belge. Et donc ça, je me disais tiens, ça c'est quand même chouette. Et je me retrouve beaucoup là-dedans parce qu'il y avait la combinaison de ce côté. Alors je vais pas dire business dans ce cadre-ci, mais plutôt entrepreneurial, parce que même être artiste, c'est être entrepreneur. Il y a quand même tout à créer, etc. Mais ce côté artiste aussi, donc pas entrepreneur au sens typique où on l'imagine habituellement. Et ton moins bon souvenir, ce serait quoi ? Typiquement, en fait, je pourrais dire, c'est quand on a vraiment envie de quelque chose, d'une opportunité, et qu'on nous dit oui, ça va se faire, et on est content et on est excité. Et en fait, dans sa tête, on se dit super, ça va se faire. En fait, c'est génial, je suis trop contente, je book dans mon agenda, etc. Et puis finalement, non. Donc là, c'est un petit peu difficile d'encaisser le coup. D'une part, d'un point de vue purement émotionnel, parce qu'on était content, on était excité. D'un point de vue logistique aussi, parce qu'on avait prévu, et d'un point de vue financier, parce que là aussi, on avait prévu. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à encaisser, mais ça fait partie aussi des aléas du métier d'indépendant, où il y a ce côté peu prédictible parfois, volatile, des hauts et des bas, on sait pas. Mais voilà, ça fait partie. Et comment t'as appris à le gérer, ce côté-là ? Il y a beaucoup de gestion émotionnelle. Moi, j'ai vraiment appris à ne pas prendre ça personnellement. À dire voilà, c'est comme ça, et en fait à surfer sur la vague plutôt que de se prendre la vague en pleine figure, et de se dire essayer de comprendre les raisons. Ça, c'est d'un point de vue purement commercial, vraiment aller chercher, aller comprendre le pourquoi du comment pour éviter que ça se reproduise. Typiquement, quand je pense à la période du Covid, moi j'étais pas encore indépendante à ce moment-là, mais je sais que l'un des grands apprentissages de pas mal de gens, c'est prévoir un contrat dans lequel il y a des termes d'annulation, de report, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue purement administratif, logistique, juridique. Et puis, d'un point de vue financier, essayer de mettre en place une structure de revenus, une partie en tout cas du revenu qui soit relativement récurrente, régulière, pour avoir ce minimum de sécurité financière et se permettre une certaine volatilité dans le reste. Tu as coopéré avec TEDx, des chaînes de télévision, les institutions européennes. Pourquoi est-ce que tous ces gens t'ont choisi ? En fait, c'est vraiment pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'alignement, sentir que j'étais la bonne personne pour eux. On le sentait effectivement, ça s'est mis au bon moment, ça fonctionnait en fait, ça fonctionnait. Et puis il y a aussi ce côté, pour ma part, je pense que le fait d'être une femme jeune, qui plus est, joue en ma faveur. Le fait d'être bilingue également, et voilà, et d'avoir son expertise, tous ces aspects font que ça marche en fait. En vrai, ça le fait de dire que t'es conférencière. Oui, franchement, ça le fait. C'est très waouh. C'est très speaker aussi. J'aime beaucoup. C'est vrai que ça brille en fait. Mais je tiens quand même à dire que c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas mon unique casquette, puisque conférencière, c'est la casquette où on est sur scène, on est sous la lumière, on brille, etc. Mais j'ai aussi des casquettes qui sont des casquettes de l'ombre, où en tant que coach, je suis complètement derrière le rideau en fait, donc je suis complètement cachée en tant que formatrice aussi, en tant que modératrice ou animatrice d'événements aussi. Mon rôle là, c'est plutôt de mettre les autres personnes en lumière. La vie est faite d'ombre et de lumière, de noir et de blanc, de jour et de nuit, de soleil et de lune, etc. de dualité. Et tes amis et ta famille voient comment ton métier ? Ils trouvent ça cool en fait. Vraiment, le mot c'est waouh, trop cool, trop chouette, trop. Ouais, c'est waouh en fait, le mot qui revient beaucoup. Tu en as un peu parlé, tu donnes aussi des séances de coaching. C'est quoi comme séance ? Ce sont des séances adressées à toute personne qui souhaite prendre la parole en public, ou pas. Je disais en public, ça peut être aussi en famille, en réunion, etc. Mais c'est surtout dirigé vers les personnes qui vont donner une conférence, une keynote, une intervention. Donc souvent, ce sont soit des experts, des dirigeants d'entreprise,
qui vont par exemple s'exprimer lors de la réunion ou de l'événement annuel de l'entreprise, ou des entrepreneurs qui veulent pitcher à des investisseurs ou autres. Donc souvent c'est un petit peu l'un de ces trois profils qui viennent vers moi. Et on travaille ensemble à l'élaboration de leur prise de parole. Et donc, comme je le décrivais tout à l'heure, c'est tant sur le fond, donc vraiment au niveau du texte, du contenu, de la structure, etc., que sur la forme, au niveau de la présentation, avec la gestuelle, la voix, l'utilisation de l'espace, les supports visuels potentiels, etc. Et c'est un travail qui prend combien de temps ? Souvent, on est si on a un objectif bien précis, donc une conférence ou un pitch, on est sur 6 à 8 séances de 2 à 3 heures ensemble, plus le travail qui est à fournir en individuel. Ou alors, certaines personnes me contactent aussi pour s'améliorer sans vraiment avoir en fait un événement ou quelque chose en particulier. Donc c'est par exemple un chef d'entreprise ou un manager ou un cadre qui dit voilà, moi je sais que lorsque je m'adresse à mes employés ou à mes administrateurs, etc., je sais que je n'ai pas l'impact que je souhaiterais avoir, et donc j'aimerais m'améliorer. Et à ce moment-là, on se voit, et soit lui a des opportunités, dit j'ai telle réunion, tel jour, voilà ce que je prévois de donner comme présentation, et on travaille sur ça. Ou alors moi je viens avec des exercices, avec des propositions, et on travaille un petit peu comme si je compare ça à un cours de chant. On va à son cours de chant, soit on vient avec tiens, j'ai telle chanson que je voudrais travailler et on travaille ça en particulier, ou alors la personne n'a pas d'idée et moi je vais proposer des chansons à faire. Et ça me renvoie par ailleurs, si je puis me permettre, à un autre concept que j'ai lancé qui est vraiment très très fun, qui s'appelle le speech karaoké. Ah ouais. Et le speech karaoké, je sais pas si ça existe déjà, mais en tout cas moi j'ai lancé ça. C'est l'idée de, comme un karaoké classique où on va venir et choisir des chansons dans un catalogue. Et bien ici on va choisir un catalogue dans un catalogue de discours réels ou fiction. Donc ça veut dire que ça peut être Barack Obama ou Albus Dumbledore, et réciter le discours connu sur scène pour vraiment se mettre dans les chaussures d'un speaker et sentir en fait qu'est-ce que ça fait. Et là on fait un espèce de mini coaching en direct et la personne se retrouve un petit peu en fait à faire du karaoké de discours. Et c'est quoi le discours qui a le plus de succès ? Barack Obama a beaucoup de succès. Ceci dit, il y a aussi les discours de femmes. Je pense à Malala. Ou Emma Watson, qui ont des discours, donc je précise que c'est en français et en anglais. Et donc les femmes aiment beaucoup ça, hein. Quand il y a des femmes en speech karaoké, elles aiment bien se mettre dans cette posture de femme qui va défendre leurs valeurs, ce en quoi elles croient. C'est très porteur en fait. Ça t'arrive d'aller voir parfois les personnes que t'as coachées au moment où elles font leur discours ? Ah oui, bien sûr, ça fait partie de l'offre en fait. Donc ça fait partie, c'est comme quand on coach un sportif de haut niveau, on va être là le jour de la compétition. A priori, le coach est là le jour de la compétition. Et idéalement, on filme la performance, on la revisionne ensemble après, je donne mon feedback, on fait une grille d'évaluation, et c'est là, en fait, à la limite, qu'il y a le plus de progrès, parce qu'on est capable de se voir, voilà, on a tout préparé, on a tout fait, qu'est-ce que tu vas envoyer maintenant? Et c'est sur base de ça qu'on va voir, ok, en fonction du feedback, avec une grille bien claire, etc., pour avoir ce côté un peu rationnel, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est encore à améliorer. Et se voir en vidéo lors d'une prise de parole, c'est très très fort. Donc oui, c'est très important, et donc je suis clairement là lors de la performance. Et toi, tu ressens quoi quand tu vois qu'une personne que tu as coachée prend la parole et que ça se passe super bien, qu'il arrive à captiver son audience? C'est un sentiment incroyable. C'est un sentiment incroyable parce que souvent, on voit une véritable transformation, mais une transformation de quelqu'un qui parlait. Et voilà, on écoute, mais sans plus, entre guillemets, à quelqu'un qui, alors d'une part, lui, on sent que lui ou elle est bien avec lui ou elle-même. Lui ou elle, on sent que la personne se sent fière d'elle, et ça c'est beau à voir. Et d'autre part, on le voit très concrètement dans les retours. Quand moi j'ai systématiquement mes coachés qui me disent « Regarde les messages que j'ai eus, regarde les trucs sur LinkedIn où j'ai telle personne qui m'a contacté pour telle opportunité. » Et alors il y a un vrai impact dans la vie de la personne, que ce soit au niveau personnel, au niveau de la confiance en soi, au niveau de « Mais en fait, je me rends compte que je peux le faire. » Et donc ils envisagent même parfois des changements ou des adaptations ou des additions dans leur carrière professionnelle, à se dire « Tiens, en fait, pourquoi pas, je pourrais peut-être donner des conférences de
de temps en temps sur tel ou tel sujet parce que je suis quand même expert en la matière. Et puis d'un point de vue très concret aussi, les évolutions en termes de carrière professionnelle. Donc soit avoir accès à une promotion, avoir des nouvelles opportunités. Moi j'ai des gens qui ont eu des contrats à des dizaines de milliers d'euros qui ont atterri après la prise de parole parce que on les a vus, on a trouvé que le sujet était intéressant et on a dit est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous, et ça a débouché sur des opportunités de dingue. Et au quotidien, ton métier, il t'apporte quoi? Au quotidien, il m'apporte beaucoup de rencontres. Vraiment, les rencontres, ça c'est... Moi j'adore ça, j'adore la connexion humaine. Toutes les personnes que j'ai accompagnées deviennent réellement des amis. Vraiment, on reste en contact par la suite, on parle de nos vies personnelles, ça devient ce que j'appelle des business friends, des copains, des copines business, parce que ça va au-delà de la prestation purement professionnelle. Donc ça, c'est vraiment très très important pour moi. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement marqué? C'est Félix Radu, que j'avais eu l'opportunité de coacher un petit peu. Ça m'a particulièrement touchée parce que 2 mois plus tôt, j'avais été voir son spectacle et j'étais fan, mais alors fan. Vraiment, j'adorais le personnage. J'avais même fait la file pour avoir un autographe, etc. sur le livre que j'avais acheté. Et je savais pas à ce moment-là, en fait, mais 2 mois plus tard, j'apprends qu'il est sélectionné pour le TEDx Bruxelles 2022 et on me propose de le coacher. Et je dis, mais allez, c'est dingue ça. Il y a 2 mois, j'étais fan du personnage et là, c'est moi qui me retrouve à le coacher alors que je veux dire, c'est un artiste complètement épanoui. Voilà, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce que il a une prise de parole justement pour le coup très authentique. Et moi, c'est ce que j'essaye d'inculquer aussi le plus possible dans les accompagnements que j'offre. Comment est-ce que tu as fait pour rester professionnel alors qu'on l'entend, c'est une personne que tu admires? En fait, j'ai une frontière très floue entre guillemets entre le professionnel et le privé. Je suis pas quelqu'un qui est très dans les formalités, etc. Parce qu'au final, on est tous humains. On prend tous notre douche le matin. Enfin, on est tous égaux. C'est pas une admiration rabaissante, si je puis dire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si je devais rencontrer Barack Obama aujourd'hui, en fait, oui, c'est un homme comme un autre qui certes est admirable, qui a ceci, cela, voilà, mais on reste tous égaux en fait. Donc il y a pas de forme d'intimidation, il y a pas ça. Et donc la frontière entre le professionnel et le personnel est floue. Ce qui n'empêche pas d'être et de rester professionnel justement, mais voilà, sans être dans une forme d'attitude un peu coincée comme ça. Moi, c'est pas trop mon truc ça. En fait, c'est vrai que ma vie aussi est très, quand on regarde mes journées de travail, je disais il y a pas de journée type, il y a pas d'horaire type, c'est-à-dire que il y a des journées où je vais me réveiller à 10h du matin et puis je vais faire une promenade et puis je vais commencer à travailler à 14h et puis je vais m'arrêter et puis à 3h du matin je serai en train de travailler et puis voilà, et ça c'est vraiment moi. Je suis très libre. Et si tu devais dire quelque chose à Lemnad il y a 10 ans, celle qui était encore aux études, ce serait quoi? Je lui dirais c'est bien ma grande. Je lui dirais c'est bien, t'es sur le bon chemin. Continue à être curieuse, à te former, à vivre des expériences, à rencontrer des gens, à suivre ce qui te passionne, à être connecté à tes tripes, à croire en toi et à croire que tout est possible. Et à te renseigner, te former, t'entourer des bonnes personnes et à y aller quoi. Et si tu n'avais qu'un conseil à donner à une personne qui hésite à se lancer en tant que freelance, ce serait quoi? De tester. Parce que le plus grand regret qu'on puisse avoir, selon moi, c'est de ne pas avoir essayé. Pour moi, le freelancing, il n'y a pas beaucoup de risques parce qu'on peut tout à fait le faire de manière progressive. On peut être employé et puis lancer un petit truc sur le côté via la Smart, par exemple, ou d'autres organismes du type, ou bien se lancer en indépendant complémentaire et tester. Et si ça va pas, on revient à un CDI, un CDD, un emploi. Il y a pas de souci, en fait. On peut revenir en arrière. On se donne 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction de ce qu'on peut se permettre aussi financièrement. Et puis, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on revient. Mais au moins, il y aura pas ce regret de toute ma vie, j'avais cette idée, j'avais ce projet. Et si j'avais essayé, et si ça avait fonctionné. Bah oui, mais tu le sauras jamais parce que t'as même pas essayé. Donc, pour moi, c'est ça le plus important, c'est y aller pour ne pas prendre le risque d'avoir un regret sur son lit de mort.
C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Emna de nous avoir plongé dans ton univers fascinant. Merci Clément, merci UCM, merci Nextonomy, ce fut un vrai plaisir. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Son d'entreprendre avec une invitée très spéciale qui viendra nous parler des coulisses de l'entrepreneuriat féminin. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. À très vite.